tiers-livre en 30 minutes. Ce serait la 21, mais un petit peu spécial parce que les textes de Blaise Cendrars que je vais lire, là, avec mon chronomètre, c'est un texte qui s'appelle l'ABC du cinéma, un autre qui s'appelle Le profond aujourd'hui. C'est des textes relativement brefs, mais je ne sais pas combien ça dure. C'est la première fois que je lis du Cendrars à voix haute. Et puis, si ça nous laisse du temps, je finirai avec ce petit portrait de Charlie Chaplin fictif qu'il a, soi-disant qu'ils avaient vécu ensemble en colloque à Londres. Mais c'est comme prose sur le Transsibérien et la petite Jeanne de France. On sait bien que Cendrars, il invente tout, même son nom. Et puis, il y a aussi ces textes sur la publicité. Alors, c'est des textes inclassables. Dans cette grande édition de Noël, qui est longtemps le seul outil dont on a disposé pour linguer le lotissement du ciel, eh bien, c'est le tome 11. Ils ont mis comme titre « Aujourd'hui ». Tout ce qu'on ne sait pas où mettre, où placer ailleurs. Mais est-ce que c'est pas notre lot à nous tous, là? Ce qu'on écrit, même nous, on ne sait pas quoi en faire, sinon attendre notre tome 11. Allez, je mets le chrono à 30 minutes. Ah ouais, pardon, ce que je voulais dire, c'est que sur ce texte, l'ABC du cinéma est profond aujourd'hui. C'est les textes que j'ai choisis comme appui et ouverture pour notre nouveau cycle d'ateliers d'écriture, là, de janvier à avril, cycle de début d'année 2022, qui s'appelle « Vers un écrire film ». Évidemment, ça va nous servir d'enseigne. Passez voir là, la proposition, ça s'appelle « Une heure de ta vie », mais avec Blaise Cendrars. Démarrer, 30. Donc l'ABC du cinéma, texte écrit en 1917. Si en plus je perds la page. Le cinéma, point. Tourbillon des mouvements dans l'espace, point. Tout tombe, point. Le soleil tombe, point. Nous tombons à sa suite, point. Comme un caméléon, l'esprit humain se camoufle en camouflant l'univers, point. Le monde, point. Le globe, point. Les deux hémisphères, point. Les monades de Leibniz et la représentation de Schopenhauer. Ma volonté, les hypothèses cardinales de la science finissent en pointe. Et les quatre ordonnatrices cumulent, point. Fusion, point. Tout s'ouvre, virgule, s'écroule, virgule, se fonde aujourd'hui, virgule, se creuse, virgule, se dresse, s'épanouit. L'honneur et l'argent, point. Tout change, point. Le change, point. Les mœurs et l'économie politique, point. Nouvelle civilisation, point. Nouvelle humanité, point. Les chiffres ont créé un organisme mathématique abstrait, des engins utiles qui s'adressent aux besoins les plus grossiers des sens et qui sont la plus belle projection du cerveau, point. Automatisme, point. Psychisme, point. Commodité nouvelle, point. Machine, point. Et c'est la machine qui recrée et déplace le sens d'orientation et qui découvre enfin les sources de la sensibilité comme les explorateurs Livingstone, Burton, Speke, Grant, Baker, Stanley qui ont fixé les sources du Nil. Mais c'est une découverte anonyme à laquelle on ne peut pas s'attacher de nom. Quelle leçon et que nous importent les vedettes et les stars? 100 mondes, 1000 mouvements, 1 million de drames entrent simultanément dans le champ de cet œil dont le cinéma a doté l'homme. Et cet œil est plus merveilleux, bien qu'arbitraire, que l'œil à facettes de la mouche. Le cerveau en est bouleversé, remue-ménage d'images. L'unité tragique se déplace. Nous apprenons, point. Nous buvons, point. Ivresse, point. Le réel n'a plus aucun sens, point. Aucune signification, point. Tout est rythme, virgule, parole, vie. Il n'y a plus de démonstration, point. On communie, fixez l'objectif sur la main, le coin de la bouche, l'oreille, et le drame se profile, s'agrandit sur un fond de mystère lumineux. On n'a plus besoin du discours. Bientôt, le personnage sera jugé inutile.
à l'accélérer la vie des fleurs est shakespearienne. Tout le classicisme est donné dans le développement d'un biceps au ralenti. Sur l'écran, le moindre effort devient douloureux, musical, et les insectes et les microbes ressemblent à nos plus illustres contemporains. Éternité de l'éphémère, gigantisme, on lui attribue une valeur esthétique qu'il ne s'était jamais connue. Utilitarisme, le drame théâtral, sa situation, ses ficelles devient inutile. L'attention se fixe sur le froncement sinistre des sourcils, sur la main recouverte de durillons criminels, sur un bout d'étoffe qui saigne continuellement, sur la chaîne de montre qui se tente et gonfle comme les veines de la tempe. Ah oui, comme à chaque fois, chaque phrase définit maintenant un espace dont la focale saute par soubresaut et puis cadre, décadre. Là, on y est dans écriture, film, du même geste, du même arrachement, projection. Des millions de cœurs cessent de battre à la même seconde dans toutes les capitales du monde et dans les villages les plus perdus, les éclats de rire déchirent la campagne. Que va-t-il se passer? Et pourquoi la matière est-elle imprégnée d'humanité à un tel point? Quel potentiel? Est-ce une explosion ou un poème hindou? Les chimies se nouent et se dénouent. La moindre pulsation germe et se fructifie. Les cristallisations s'animent. Extase. Les animaux, les plantes, les minéraux sont des idées, des sentiments, des chiffres, un nombre. Comme au Moyen-Âge, le rhinocéros est le Christ, l'ours le diable, le jaspe la vivacité, le chrysoprase l'humilité pure. 6 et 9. Nous voyons notre frère, le vent, et la mer est un abîme d'hommes. Et ceci n'est pas d'un symbolisme abstrait, obscur et compliqué, mais fait partie d'un organisme vivant que nous surprenons, que nous délogeons, que nous traquons et qui n'avait jamais été vu. Évidence barbare, profondeur sensibilisée dans un drame d'Alexandre Dumas, dans un roman policier ou dans un film banal tourné à Hollywood. Au-dessus de la tête des spectateurs, le cône lumineux frétille comme un cétacé. Les personnages, les êtres et les choses, les sujets et les objets s'étirent de l'écran au foyer de la lanterne. Ils plongent, tournent, se pourchassent, se croisent avec une précision astronomique fatale. Faisceaux, rayons, pas de vis prodigieux autour duquel tout tombe en spirale. Projection de la chute du ciel, espace, vie captée, vie de la profondeur, alphabet, lettres, A, B, C, enchaîné et gros plan. What is ever seen is never seen. Quelle interview. Quand je me suis occupé de cinématographie, le film était une nouveauté commerciale et industrielle. J'ai employé toutes mes forces à l'approfondir et à l'élever au niveau d'un langage humain. Mon seul mérite est d'avoir su trouver les 2 premières lettres de cet alphabet nouveau et qui est encore loin d'être complet. Le cutback et le close-up, me déclare David Wark Griffiths, le premier metteur en scène du monde. De l'art au ciné, du grand art, répond Tabel Gans, le premier metteur en scène de France, un journaliste qui venait le voir travailler à Nice. Peut-être aurions-nous pu en faire dès le début, mais il nous fallait d'abord apprendre l'alphabet visuel nous-mêmes avant de parler et de croire à notre force. Ensuite, il nous fallait enseigner ce langage élémentaire. Carlyle aimait à faire remonter l'origine du monde moderne au fondateur légendaire de la ville de Thèbes, à Cadmos. En important l'alphabet phénicien en Grèce, Cadmos invente l'écriture et le livre. Avant lui, l'écriture mnémonique, idéographique ou phonétique était toujours picturale. Des hommes préhistoriques aux Égyptiens, des dessins qui ornent les parois de cavernes de l'âge de pierre aux hiéroglyphes hiératiques tracés sur des stèles de pierre ou démoniques peints sur les poteries en passant par la pictographie des Esquimaux ou des sauvages d'Australie. C'est prodigieux qu'en 1917, ils puissent se placer là, sur ce même terrain où nous sommes, même si, évidemment, nos champs d'analyse sont un petit peu plus, heureusement,
complexes, les tatouages coloriés des peaux rouges et les broderies des wampum canadiens, les weapons décoratifs des anciens Mayas et les nœuds d'écorce des tribus forestières du centre de l'Afrique, les calligrammes tibétains, chinois, coréens, l'écriture, même l'écriture cunéiforme, est avant tout un aide-mémoire. Même l'écriture cunéiforme est avant tout un aide-mémoire. Un mémorial d'initiation sacrée, autocratique, individuelle. Survient le trafiquant Cadmus, le mage, le magicien, et aussitôt l'écriture devient une chose active, vivante, la nourriture démocratique par excellence et le langage commun de l'esprit. Première révolution mondiale, l'activité humaine redouble, s'intensifie, la civilisation grecque rayonne, elle englobe la Méditerranée, la conquête commerciale et la vie littéraire vont de pair, les Romains gravent leur histoire sur des plaques de cuivre ou d'étain. Il y a une bibliothèque à Alexandrie. Les apôtres et les saints-pères écrivent sur du parchemin. Les apôtres et les saints-pères écrivent sur du parchemin. Propagande. Enfin, la peinture compénètre le monde chrétien et au XIVe siècle, Jean van Eyck de Bruges invente la peinture à l'huile. Adam et Ève nus. Deuxième révolution mondiale. En 1438, Körster, à Haarlem, imprime des bois. 6 ans plus tard, Jean Gensfleisch, la viande et l'esprit, dit Gutenberg, invente la lettre mobile et 13 ans plus tard, Schoeffer coule cette lettre en métal. Arrive Caxton et l'impression s'intensifie. C'est un déluge de livres. On réimprime, on traduit tout. Les vieux missels des moines et les écrits des anciens. La sculpture, le drame, l'architecture renaissent. On multiplie les universités et les bibliothèques. Christophe Colomb découvre le nouveau monde. La religion se scinde. Il y a un avancement général dans le commerce. L'industrie construit des bateaux. Les flottes ouvrent de lointains marchés. Les antipodes existent. Les nations se forment, on émigre, de nouveaux gouvernements se constituent sur les nouveaux principes de liberté et d'égalité, l'éducation se démocratise et la culture s'affine, paraissent les journaux. Tout le globe est pris dans un réseau de voies ferrées, de câbles, de lignes terrestres, maritimes, aériennes. Tous les peuples sont en contact. La TSF chante. Le travail se spécialise en hauteur et en profondeur. Troisième révolution mondiale. Et voici Daguerre, un Français qui invente la photographie. 50 années plus tard, le cinéma était né. Renouveau, éternelle révolution, les derniers aboutissements des sciences précises, la guerre mondiale, la conception de la relativité, les convulsions politiques, tout fait prévoir que nous nous acheminons vers une nouvelle synthèse de l'esprit humain, vers une nouvelle humanité et qu'une race d'hommes nouveaux va paraître. Leur langage sera le cinéma. Regardez. Les artificiers du silence sont prêts. L'image est aux sources primitives de l'émotion. On a essayé de la capter derrière les formules artistiques désuètes. Enfin, le bon combat du blanc et du noir va commencer sur tous les écrans du monde. Les écluses du nouveau langage sont ouvertes. Les écluses du nouveau langage sont ouvertes. Les lettres du nouvel abécédaire se bousculent, innombrables. Tout devient possible. L'évangile de demain, l'esprit des lois futures, l'épopée scientifique, la légende anticipatrice, la vision de la 4e dimension de l'existence, toutes les interférences. Regardez la révolution. Sur le terrain, l'appareil qui bouge, qui n'est plus immobile, qui enregistre simultanément tous les plans, qui trépide, qui se met en branle. Dans les salles, le spectateur qui n'est plus immobile dans son fauteuil, qui est arraché, violenté, qui participe à l'action, qui se reconnaît sur l'écran parmi les convulsions de la foule, qui hurle et qui crie, proteste et se démène sur la terre à la même heure dans toutes les villes du monde. La foule qui sort des cinémas, qui se répand dans les rues comme un sang noir et qui, comme une bête puissante, allonge ses 1000 tentacules et d'un tout petit effort écrase les palais, les prisons. Au fond du cœur, regardez
les générations nouvelles poussaient soudainement comme des fleurs. Révolution, jeunesse du monde, aujourd'hui. Je vais regarder. Il me reste 17 minutes, ça a été bien. Je vais lire le Charlot. Ça va faire un petit repos avant qu'on rattaque. Le texte pour moi, qui est le premier grand ébranlement de Sandrard, il date de 1910. C'est une ébauche faite à New York. C'est-à-dire, si je veux écrire la ville, il n'y a que les outils du cinéma qui me le permettent. Et là, le texte va bloquer, il va rester dans les papiers de Sandrard. Pourquoi ? Parce que il lui dit, il me faut un gramophone. Parce que tout ce qu'exprime, et ce que je pourrais exprimer par l'image, c'est tous ces bruits de la ville, c'est la bande-son qui pourrait inventer la manière de l'écrire avec le visuel. Simplement, en 1910, il n'y a pas encore ça. Je l'ai pas sous la main, ce texte, justement, toujours dans les annexes, dans ce qui sert à rien. La naissance de Charlot. Charlot est né au front. Jamais je n'oublierai la première fois quand j'ai entendu parler de lui. C'était au bois de la Vache par une soirée d'automne pluvieuse et détrempée. Nous pataugions dans la boue en sentinelle perdue, dans un entonnoir de mine qui se remplissait d'eau, quand Garnier, dit Chaude-Pisse, vint nous rejoindre. Retour de permission, c'était en 1915. Garnier était le premier permissionnaire de notre demi-section de hardis patrouilleurs. Il radinait tout droit de Paris. Toute la nuit, il ne nous parla que de Charlot. Qui ça, Charlot ? Garnier était plein comme une bourrique. Je crus que Charlot était une espèce de frangin à lui. Il nous fit bien rigoler avec ses histoires. À partir de ce soir-là, et de 8 en 15 jours, chaque fournée de permissionnaires nous ramenait des nouvelles histoires de Charlot. Et nous autres, pauvres bougres qui attendions toujours notre tour d'aller en permission, on nous avait oubliés. Nous sommes restés 92 jours sans décoller de ce petit poste du bois de la Vache. Nous nous faisions salement engueuler quand nous posions des questions pour savoir ce qu'il y avait de neuf à Paris. Non mais des fois, t'as besoin de savoir Paname ? Regarde-le donc, c'te salé qu'a pas vu Charlot. Allez à la ferme, hein. Nous nous taisions. Tout le front ne parlait que de Charlot. À la roulante, au ravitaillement, à la corvée d'eau de Pinard, le téléphoniste au bout du fil, la liaison dans le PC, le vaguemestre qui apportait les babillardes, et jusqu'à ces babillardes elles-mêmes, d'un copain à l'hosto ou d'une marraine distinguée, jusqu'à ces babillardes elles-mêmes qui ne nous parlaient que de Charlot. Un matin que je descendais au rapport du Capiston, sale, dégueulasse, avec une barbe de 60 jours, les pantalons déchirés par les barbelés, je tombais en plein sur un groupe de joyeux artilleurs qui mettaient une pièce en batterie et qui m'accueillirent au cri de « Tiens, v'là Charlot !» et tous d'éclater de rire. Qui ça, Charlot ? J'en restais rêveur. J'aurais bien voulu connaître ce nouveau poilu qui faisait se gondoler le front. Charlot, 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 Charlot dans toutes les cagnats. Et la nuit, on l'entendait rire jusqu'au fond des sapes, à gauche et à droite. Et toute la ligne des poilus derrière nous, on se trémoussait. Charlot, Charlot, Charlot. La ligne d'en face, par contre, restait dure. Et en dressant l'oreille, nous entendions de notre petit poste avancer le « Vers da » des sentinelles allemandes. Charlot était français. Un jour, ce fut enfin mon tour d'aller en perme. J'arrivais à Paris. Quelle émotion, sortant de la gare du Nord, en sentant le bon pavé de bois sous mes godillots et en voyant pour la première fois depuis le début de la guerre des maisons pas trop chahutées. Après avoir salué la tour Eiffel, je me précipitais dans un cinéma de la place Pigalle. Je vis Charlot. C'était lui. Lui. Le petit étudiant pauvre dont je partageais la misérable chambre à Londres vers 1909, ce pauvre petit étudiant en médecine qui lisait Schopenhauer toute la journée et qui le soir encaissait des coups de pied au cul dans un brillant music-hall où Lucien Cras, aujourd'hui éditeur, triomphait comme champion du monde de Diabolo et où je jonglais moi-même des deux mains, car alors j'avais encore mes deux mains. Charlot. Quelle bosse je me suis payé. Eh, soldat, on rit pas comme ça, c'est la guerre, me dit un digne monsieur de l'arrière. Merde, je viens de voir Charlot.
Il ne pouvait pas comprendre. Je riais aux larmes. Les Allemands ont perdu la guerre parce qu'ils n'ont pas connu Charlot à temps. Depuis, ils l'appellent Karlchen ou August. En 1920, j'étais à Rome quand on présenta au Capitole le premier Charlot. Les Italiens ne pouvaient pas aimer Carlito, puisqu'ils venaient d'opter pour Mussolini. Les Russes n'ont jamais eu besoin de Charlot, puisqu'ils ont eu Lénine pour leur apprendre à rire. Le profond aujourd'hui. Je ne sais plus, 1917 encore. Je ne sais plus si je regarde un ciel étoilé à l'œil nu ou une goutte d'eau au microscope. Depuis l'origine de son espèce, le cheval se meut, souple et mathématique. Déjà les machines le rattrapent, le dépassent. Les locomotives se cabrent et les paquebots hennissent sur l'eau. Jamais une machine à écrire n'aura fait une faute d'orthographe étymologique, alors que le savant bégaye, mâche ses mots, se casse les dents sur d'antiques consonnes. Quand je pense, tous mes sens s'allument et je voudrais violer tous les êtres, et quand je me laisse aller à mes instincts de destruction, je trouve le triangle d'une solution métaphysique. Houillères inépuisables. Les cosmogonies revivre dans... Houillères inépuisables. Les cosmogonies revivent dans les marques de fabrique, affiches extravagantes sur la ville multicolore, avec la bande des trams qui grimpent l'avenue, singes hurleurs se tenant par la queue et les orchidées incendiaires des architectures qui s'écroulent par-dessus et les tuent. Dans l'air, le cri vierge des trollés. La matière est aussi bien dressée que l'étalon du chef indien. Elle obéit au moindre signe, pression du doigt. Le jet de vapeur fait agir la bielle. Le fil de cuivre fait tressauter la patte de la grenouille. Tout se sensibilise. Est-ce à portée des yeux? Se touche presque. Où est l'homme? La geste des infusoires est plus tragique que l'histoire d'un cœur de femme, la vie des plantes plus émouvante qu'un drame policier. La musculature du dos en action est un ballet. Je rappelle, c'est 1917. Ce carré d'étoffe est à mettre en musique et cette boîte de conserve est un poème d'ingénuité. Tout change de proportion, d'angle, d'aspect, tout s'éloigne, se rapproche, cumule, manque, rit, s'affirme et s'exaspère. Les produits des 5 parties du monde figurent dans le même plat, sur la même robe. On se nourrit des sueurs de l'or à chaque repas, à chaque baiser. Tout est artificiel et bien réel. Les yeux, la main, l'immense fourrure des chiffres sur laquelle je couche la banque, la fureur sexuelle des usines, la roue qui tourne, l'aile qui plane, la voix qui s'en va au long d'un fil, ton oreille dans un cornet, ton sens d'orientation, ton rythme, tu fonds le monde dans le moule de ton crâne, ton cerveau se creuse, profondeur insoupçonnée dans laquelle tu cueilles la fleur puissante des explosifs. Comme une religion, une pilule mystérieuse achève ta digestion. Tu te perds dans le labyrinthe des magasins où tu renonces à toi pour devenir tout le monde. Tu fumes avec Mr. Book, le Havane à 25 sous qui est sur l'affiche. Tu fais partie de ce grand corps anonyme qu'est un café. Je ne me reconnais plus dans la glace, l'alcool a effacé mes traits, il épouse comme le premier venu le magasin des nouveautés. Nous sommes tous l'heure qui sonne. Vous vous ruez à la ménagerie des gares pour dompter la bête de votre impatience. Ils partent, ils s'éparpillent, feux d'artifice dans toutes les directions. Les capitales d'Europe sont dans la trajectoire de leur inertie. Un terrible coup de sifflet laboure le continent. Les pays d'outre-mer gisent dans le filet. Voici l'Égypte, à dos de chameau, prend les sports d'hiver en engadine, lit les Golf Hotel dans les palmiers, pense aux 400 fenêtres en plein soleil, on déploie l'horizon des horaires et l'on songe aux îles du Sud. Romantisme. Les drapeaux du paysage flottent aux portières, tandis que des guirlandes du train tombent les fleurs qui prennent racine et non, villages oubliés.
les déménagements à genoux dans l'accordéon du ciel à travers les voies télescopées. Les plus blasés vont le plus loin, immobiles, des jours entiers, comme Socrate, avec une activité dans la tête. La tour Eiffel va-et-vient du sommet. Le soleil, un nuage, un rien suffit pour l'allonger, la raccourcir. Les ponts métalliques sont tout aussi mystérieux et sensibles. Les montres se mettent à l'heure de tous les côtés. Les transatlantiques s'avancent vers leur correspondance. Alors le sémaphore fait un signe, un œil bleu s'ouvre, le rouge se ferme, tout n'est bientôt que couleur, compénétration, disque, rythme, danse. Un orangé et un violet se mangent, échiquier du port. Dans chaque case se tasse ce que tu as gagné en inventant le jeu, médecin à la Mède. Les grues à vapeur vident les hommes. Les grues à vapeur vident des bannes de tonnerre pêle-mêle, l'Orient, l'Occident, le Sud, le Nord, tout fait la roue sur les quais alors que le lion du ciel étrangle les vaches du crépuscule. Il y a des cargaisons de fruits par terre et sur les toits, des tonneaux de feu, de la cannelle. Les femmes européennes sont comme des fleurs sous-marines devant le travail farouche des débardeurs et l'apothéose rouge sombre des machines. On reçoit un tramway dans le dos, une trappe s'ouvre sous votre pied, on a un tunnel dans l'œil, on monte au 15e étage tiré par les cheveux, tout en fumant une pipe et les mains au robinet, eau chaude, eau froide. Non, on songe à la femme du commandant à laquelle on fera du pied tout à l'heure. Dentier d'or et son sourire, dentier d'or, son sourire et son accent est charmant. Il faut faire beaucoup de grimaces pour se comprendre, gesticuler et rire bien fort. Madame s'essuie la bouche avec le pagne de sa serviette. Bœuf zéphyr, café Eureka, Pimodant ou Pamodant dans mon rocking. Je suis comme un fétiche nègre angulaire sous l'électricité héraldique. L'orchestre joue Louise. Je m'abuse à crime, je m'amuse à... L'orchestre joue Louise. Je m'amuse à cribler de coups d'épingle ce gros corps de baudruche qui flotte à la hauteur de mes yeux, scaphandrier dans la fumée de mon cigare. Seul, j'entends mourir la musique de la sentimentalité qui fait résonner mon casque. Mes semelles de plomb me tiennent debout. J'avance lent, grotesque, gêné à l'encolure et me penche difficilement sur la vie marématique des femmes. Ton œil, cheval marin, vibre, virgule et passe. Entre deux eaux, le sexe touffu, compliqué, rare. Cette sèche m'envoie son nuage d'encre où je disparais comme un aviateur. La mille ports, comme un aviateur, j'entends le moteur des eaux, la sidérurgie des ventouses. 1000 pores à succion fonctionnent, sécrètent de l'iode, la peau devient gélatineuse, transparente, s'irradie comme de la chair d'anémone, des centres de sensibilité se polarisent, indépendance de toutes les fonctions, l'œil tente à toucher, le dos mange, le doigt voit, des touffes de bras herbeux ondule, éponge des profondeurs, le cerveau respire doucement, éponge des profondeurs, le cerveau respire doucement. Les cuisses se souviennent et font des mouvements de nageoires. L'orage vous arrache les amygdales. Un cri passe sur vous comme l'ombre d'un iceberg. Cela glace et désunit. L'être se rassemble difficilement. La faim attire les membres et les groupes autour du vide qu'est maintenant le ventre. Le corps revêt l'uniforme de la pesanteur. L'esprit partout épars se concentre dans la cocarde de la conscience. Je suis homme, tu es femme. Au revoir. Chacun réintègre sa chambre. Il y a des chaussures devant la porte, à ne pas confondre. Les miennes sont jaunes. Le garçon attend son pourboire. Je lui donne l'écu de mon blason. J'ai oublié de dormir. Ma glotte bouge. Cette tentative de suicide est régicide. Je suis empalé sur ma sensibilité.
Les chiens de la nuit viennent lécher le sang qui me coule des jambes. Ils en font de la lumière. Le silence est tel qu'on entend se bander le ressort de l'univers. Un déclic, soudain, tout a grandi d'un cran. C'est aujourd'hui. Beau cheval écumant. Les maladies montent au ciel comme les étoiles à l'horizon. Et voici Bételgeuse, maîtresse de la 7e maison. Crois-moi, tout est clair, ordonné, simple et naturel. Le minéral respire, le végétal mange, l'animal s'émeut, l'homme se cristallise, prodigieux aujourd'hui. Sonde, antenne, porte, visage, tourbillon. Tu vis, excentrique, dans la solitude intégrale, dans la communion anonyme, avec tout ce qui est racine et cime, et qui palpite, jouit et s'extasie. Phénomène de cette hallucination congénitale qu'est la vie dans toutes ses manifestations et l'activité continue de la conscience. Le moteur tourne en spirale, le rythme parle, chimisme, tu es. Cannes, le 13 février 1917. Il me reste 1 minute 13. C'est trop peu pour commencer autre chose. Et franchement, ça secoue. C'est ça qui régénère. D'être un peu secoué. Allez, à la prochaine.